BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Frédéric Vandeleu. Bonjour. Oui, bonjour. Procureur fédéral. Allez, le choix de tout oublier avec Angèle, vous nous avez pris un contre-pied. On ne s'attend pas à ça de la part d'un super justicier du royaume. Ah oui, mais bon, je pense que c'est important. Moi, ce qui me plaît, c'est l'optimisme de cette chanson. Et donc, voilà. Et dans mon métier, on doit avoir la culture de l'optimisme, c'est-à-dire qu'on va y arriver. Et à contrario, le pessimisme, ça bloque les choses et ça génère quand même une certaine paralysie. Et donc, voilà, je trouve que ça caractérise assez bien notre façon de fonctionner et la façon dont on a réagi quand même au cours de ces années de crise depuis 2015, 2016, 2014 aussi, depuis l'attaque sur le musée juif. Alors, on va y revenir justement. 2020, est-ce que c'est l'année où on va commencer à juger les auteurs d'attentats terroristes à Paris, à Bruxelles ? Ou est-ce que ce sera plutôt 2021-2022 ? Alors 2020, c'est l'année où on va commencer à juger, puisqu'il y a, avant d'arriver à la cour d'assises, ou en tout cas au tribunal qui va juger, on verra en fonction de ce que va décider le Parlement, par rapport aux demandes qui ont été faites, mais il y a quand même toute une série de procédures et d'audiences qui doivent se passer pour renvoyer le dossier aux assises. Et ces procédures se passent tant du côté français que du côté belge, avec des différences dans les procédures. Mais ces procédures auront lieu en 2020. Donc les procédures pour renvoyer les personnes en 2020, donc, on pense qu'à Paris, ce sera soit fin 2020, soit début 2021 pour l'attentat, le procès des attentats du 13 novembre. Donc voilà, c'est ce qui est... donc nous avons chacun de notre côté fait une évaluation un petit peu du temps que peuvent prendre les procédures. Ce sont des dossiers parallèles, mais c'est tout à fait normal parce que la Belgique a fait quasi 85%, si pas 90% de l'enquête du dossier de Paris. Et donc c'est tout à fait normal qu'on soit prêt en même temps quelque part. Et donc là, on va voir, et c'est ce qui a été convenu avec le procureur national antiterroriste français, c'est qu'on voit comment avancent les procédures de renvoi vers les assises, tant belge que française, et puis à un certain moment, on tranchera et on décidera qui passera en premier. Oui, voilà. Les deux procès ne peuvent évidemment pas avoir lieu en même temps, puisque certains protagonistes seront des deux côtés. Ça veut dire qu'en 2021 ou en 2022, on aura le procès des attentats du 22 mars à Bruxelles. Oui, oui, tout à fait. Vous avez... Plutôt en 2021 d'ailleurs. Voilà. Plutôt en 2021. Oui. Vous avez indiqué, vous avez fait une déclaration en vous interrogeant sur le fait que ce procès il doit avoir lieu théoriquement devant une cour d'assises. Et vous avez indiqué publiquement que selon vous, c'était pas une très bonne idée et que notamment dans une cour d'assises, avec l'oralité des débats, donc devoir réinstruire tout le dossier oralement devant la cour, avec le nombre de parties civiles, je pense qu'il y a plus d'1 millier de parties civiles, ça allait être très compliqué. Vous restez sur cette idée-là que la cour d'assises n'est pas le bon outil ? Oui, tout à fait, je le soutiens. Maintenant, bon, effectivement, ça ne dépend pas de moi. La Constitution prévoit que tous les crimes doivent passer devant la cour d'assises. À l'heure actuelle, il y a énormément de crimes, et c'est pas la majorité des crimes qui passent devant une cour d'assises, parce que c'est beaucoup trop, c'est infaisable de mettre tous les crimes devant une cour d'assises, et ça a l'effet, simplement, que c'est souvent les drames familiaux qui passent devant la cour d'assises, avec une possibilité de perpétuité, pas d'appel, et les faits un peu plus complexes sont correctionnalisés, ce qui n'est pas très juste. Et correctionnalisé, ça veut dire tribunal correctionnel, une peine moins sévère et une possibilité d'appel. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas très juste. Là, le terrorisme, c'est quand même un crime, et c'est sans doute l'un des plus horribles crimes qu'on puisse commettre. C'est quand même normal de l'envoyer vers la cour d'assises, qui est la juridiction la plus importante. Exactement, l'attentat terroriste, oui, mais il y a beaucoup de dossiers de terrorisme qui sont des crimes et qui mériteraient de passer devant une cour d'assises, ou en tout cas d'avoir une peine plus importante que ce qu'elle est maintenant. J'ai déjà expliqué que c'est les gens qui partent en Syrie... sont jugés pour participation aux activités d'un groupe terroriste. En principe, vous ouvrez votre code pénal, il est marqué 10 ans. Mais comme on correctionnalise, donc on envoie tout au tribunal correctionnel, on est obligé de retrouver à l'avance des circonstances atténuantes pour pouvoir envoyer devant le tribunal correctionnel, et donc la peine maximale est réduite à 5 ans. C'est la même chose pour les cas de viol, c'est pas uniquement le terrorisme. Et après ça, la procédure d'un tel procès devant une cour d'assises serait très très compliquée. On ne le voit pas qu'en terrorisme, le procès à Bran, il a fallu s'y prendre à 3 fois, parce que les faits sont extrêmement... C'est trop lourd. La cour d'assises, c'est beaucoup trop lourd. Ça va maintenir un jury pendant plus de 6 mois. Donc, qui est-ce qui a l'occasion de rester plus de 6 mois comme ça à suivre un procès ?
Qui va pouvoir payer son avocat pendant 6 mois aussi? Pour les avocats, ça va être très compliqué de maintenir un cabinet s'ils doivent suivre le procès tout le temps. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Vous voudriez quoi? Qu'on ait une cour spécialisée dans les affaires de terrorisme, une cour professionnelle comme en France? Qu'il y ait une chambre criminelle. Et c'est prévu. Il y a un projet de révision du Code d'instruction criminelle qui propose qu'il y ait un tribunal correctionnel comme on le connaît maintenant pour des peines jusqu'à 20 ans et qu'au-delà de 20 ans, il y ait une cour criminelle ou une chambre criminelle avec des juges professionnels qui, avec une procédure particulière, des témoignages, etc. C'est ça qui est intéressant à la Cour d'assises. Ça veut dire qu'il faut changer la législation, voire même peut-être la Constitution. Il faut changer certainement la Constitution et la législation. Le projet de législation pour changer existe, il est prêt. Et donc, vous allez demander que dans les négociations actuelles pour former le gouvernement fédéral, on rajoute cette petite case? Il n'y a pas que moi qui le demande, il y a le Collège des procureurs généraux aussi qui le demande. Donc, c'est tout le ministère public qui le demande et pas mal d'acteurs de la justice le demandent de réviser ça. Ça coûte extrêmement cher à un moment où la justice, justement, est face à des problèmes, plutôt que de diminuer le nombre de magistrats parce que ça coûte cher, mais qu'on supprime les cours d'assises. Ça coûte un fric fou, une cour d'assises. Oui. Voilà. Si vous n'obtenez pas gain de cause, il faudra malgré tout l'organiser. Cette cour d'assises. Voilà. Ce sera sur le site des anciennes casernes de l'OTAN, donc à Evere. Au fond, oui, tout à fait. Donc le procès lui-même aura lieu là-bas. Oui, et donc pour le moment, on est en train de transformer ces bâtiments. Pour et les procédures préalables auront lieu au Palais de Justice à Bruxelles? Les procédures préalables, on est encore en train de discuter en fonction évidemment du nombre de parties civiles, parce que vous avez dit, donc il y a pour le moment un peu plus de 600 parties civiles officielles. Il y a des centaines encore de personnes lésées qui sont des parties civiles potentielles, donc on pourrait avoir potentiellement entre 900 et 1000 parties civiles. Oui. Voilà. On est 5 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, on a beaucoup parlé dans les médias cette semaine, et également la prise otage de l'hypercacher. Donc il y a eu le 13 novembre à Paris, le 22 mars ici, on peut remonter un petit peu en arrière, 2014, l'attentat contre le musée juif. Vous avez le sentiment que tout ça, c'est une seule, peut-être pas une seule et même affaire, mais en tout cas une seule et même tendance, qu'on a affaire à un phénomène global où on doit prendre ces éléments-là séparément? Non, pas du tout. On a affaire vraiment à un seul phénomène avec le recul global. Aujourd'hui. Avec le recul aujourd'hui. En tout cas, Hypercacher et les deux frères Kouachi sont peut-être quelque chose d'un petit peu à part, mais ce qui est clair, c'est qu'à la même époque de l'Hypercacher, on a eu Verviers 3 jours après. On pensait que c'était lié, ce qui a expliqué d'ailleurs l'intervention à Verviers à un certain moment. Mais tant Verviers que les premiers faits à Villejuif, qui sont jugés aussi encore pour le moment, que le Thalys, que les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles ont été commis par le même groupe et le même commando. Donc là, il y a des liens et il y a des ramifications. Donc là, il y a des liens et les dossiers le montrent. Ouais. Voilà. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, avec toute la connaissance que vous avez pu acquérir, les moyens d'enquête qu'on a développés ici, également en France, des gros attentats comme ceux qu'on a connus, qui nécessitent quand même une certaine logistique, c'est derrière nous, que ce ne serait plus possible? Alors, ce ne serait plus possible, ça. Mais on est en tout cas beaucoup plus attentif et on verra un peu plus. Et j'en suis convaincu, on verra ces choses se passer. Ici, on a été confronté à une véritable organisation de commando avec des fonds très importants et avec une organisation assez importante. Avec la chute du califat physique et avec l'expérience que l'on a maintenant, je pense que ce genre de faits-là, on les détectera. Ce qui est beaucoup plus compliqué à détecter maintenant, ce sont les gens qui se radicalisent tout seuls dans leur propre chambre et qui, à un certain moment, décident de passer à l'action. Et ça, c'est vraiment très difficile à détecter pour les services de renseignement et pour la justice. Oui. On sait qu'il y a un certain nombre de djihadistes qui sont actuellement dans des prisons, soit détenus par les Kurdes, soit détenus par les Turcs ou les Irakiens. Vous savez exactement combien il y en a de Belges détenus par les Kurdes ou les Irakiens. Oui. Donc pour le moment, dans les camps kurdes, on évalue à une 50aine d'adultes, un petit peu moins parce qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi à joindre la Turquie pour le moment, et une 50aine d'adultes et presque 70 enfants, plus ou moins. Donc ils sont là-bas. Dans les prisons belges, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais donc, ceux qui sont là-bas, à votre avis de procureur fédéral, c'est quoi? On les laisse là-bas et on laisse la justice irakienne ou la justice kurde s'en occuper, voire on crée un tribunal exceptionnel là-bas, où on doit les rapatrier, les juger en Belgique? Là, je me suis déjà exprimé là-dessus. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder le contrôle sur ces gens. Parce que, honnêtement, les attentats que nous avons vécus, c'est des gens sur qui on a perdu le contrôle. Tant Medine Mouche que El Bakraoui, on a perdu le contrôle. Ce qui m'intéresse, et le grand souci, c'est qu'on n'ait pas le contrôle sur ces gens qui sont dans des camps. Et vu la situation géopolitique là-bas, c'est extrêmement compliqué. Alors, vous parlez, laissez faire la justice kurde ou irakienne, si elle existait, ok. Mais elle n'existe pas, ces justices-là. Ou en tout cas, c'est très expéditif et c'est normal, ce sont des pays
pays en guerre. Nous autres, après la Deuxième Guerre mondiale, on a aussi fait des exécutions sommaires tout le temps, etc., parce qu'on avait d'autres priorités à ce moment-là. Et donc, je pense que ces personnes aussi peuvent être intéressantes par rapport aux témoignages qu'elles peuvent donner sur les autres. Donc on ferait mieux de les rapatrier, de les juger en Belgique et de les détenir en Belgique. Des condamnations beaucoup plus graves, effectivement, et les condamner sévèrement, mais en tout cas, ce qui m'intéresse moi, c'est de les avoir sous contrôle plutôt que de les laisser partir dans la nature au gré des évolutions géopolitiques. Et on voit, une fois c'est la Turquie qui attaque, une fois on a une problématique avec l'Iran, c'est extrêmement compliqué à gérer et on risque de les perdre de vue. Et est-ce que le gouvernement fédéral vous entend ou est-ce qu'il fait pas un petit peu la sourde oreille qu'il est passif le gouvernement fédéral a pris une décision pour les enfants et puis bon, c'est pas si facile non plus, il faut le dire, de les ramener. Donc ça, je pense que c'est important. Justement, la situation géopolitique là-bas rend les choses difficiles. Et ce qui peut être a priori plus facile pour une ONG l'est beaucoup moins pour un acteur étatique. C'est beaucoup plus compliqué pour un gouvernement belge de parler avec les Kurdes ou avec les Irakiens ou avec et certainement pas non plus avec la Syrie. Et ça, je pense que tout le monde peut comprendre. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et on est avec Frédéric Vandeleu, procureur fédéral. On va continuer à débriefer un petit peu l'actualité avec vous. Il y a des révélations ce matin dans le journal Le Parisien sur des conversations que Salah Abdeslam aurait eues avec ses co-détenus. Conversations qu'il a eues en prison à Bruges. Ça vous énerve quand il y a ce genre de fuite, qu'on retrouve ça dans la presse? Non, c'est pas toujours parce que... Donc, vous savez, quand nous avons une information en justice, il faut toujours évaluer qui donne l'information et si l'information est exacte ou pas. Et donc, la justice, elle fonctionne comme ça avec les informateurs. C'est la même chose ici. Fatalement, il y a parfois des informations qui sortent qui ne sont pas toujours exactes non plus. Et donc, et parfois aussi qui dévoilent peut-être certaines techniques. Et donc, c'est pour ça qu'on ne réagit pas nécessairement par rapport à... Donc, Salah Abdeslam, il parle plus avec ses co-détenus qu'avec les enquêteurs qui sont censés l'interroger. Ça, je ne vais pas confirmer, mais bon, ça me paraît aussi quelque part normal. Ouais. On a appris récemment que vous avez demandé le renvoi, que le parquet fédéral a demandé le renvoi au tribunal correctionnel d'un certain Shakir, qui est le frère de celui qui est présenté comme le bourreau de Raqqa. Donc c'est un Belge à Raqqa qui a été chargé des exécutions pour l'État islamique. Il va être poursuivi pour avoir envoyé de l'argent à son frère. C'est considéré comme un soutien financier aux terroristes. Ça veut dire que ce type d'investigation, aujourd'hui à Bruxelles, vous les menez toujours et qu'il y a toujours des liens entre des gens qui sont à Bruxelles, qui ne sont peut-être pas prêts, eux, à commettre des actes terroristes, mais qui, innocemment ou moins innocemment, financent des gens qui sont partis en Syrie ou en Irak. C'est vraiment important. On a communiqué que le nombre de dossiers de terrorisme avait vraiment diminué, et ça, c'est vraiment important. Ça nous donne l'occasion de travailler plus en profondeur. Donc, pendant des années, on a dû travailler dans l'urgence pour éviter des attentats. Maintenant, je pense que c'est important de démanteler complètement les différents, entre guillemets, réseaux et soutiens logistiques ou financiers qui ont été faits. Ça ne veut pas dire que ces personnes qui ont soutenu financièrement vont elles-mêmes commettre des attentats, mais je pense que ces personnes doivent également être, entre guillemets, punies ou interpellées pour ce qu'elles ont fait. Alors, il peut y avoir une différence, et ça, c'est le droit pénal, c'est chaque cas est individuel. Il peut y avoir une différence entre quelqu'un ou une maman ou un papa qui envoie 500 €, et on a eu des cas avec une maman qui avait envoyé plus de 65 000 €. Et donc là, la réponse pénale sera différente en fonction de la personnalité et de la gravité des faits qui sera donnée, mais il y aura une réponse pénale qui sera donnée. Alors, le parquet fédéral n'est pas compétent que pour les affaires de terrorisme, vous êtes également compétent pour la grande criminalité organisée, pour les affaires de blanchiment notamment. Il y a une grande enquête dont on a beaucoup parlé l'année dernière, en 2019, c'est celle qui concerne le football, avec des soupçons de blanchiment d'argent et de, on va dire d'évasion fiscale, pour parler clairement. Cette enquête, elle est bouclée, il y aura un procès bientôt ? Alors l'enquête, elle avance, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Donc le parquet fédéral avait été interpellé pour faire partie d'une plateforme qui s'occupait de tous les faits qui se passaient dans le sport. Et donc nous avons effectivement une grosse enquête aussi sur des corruptions dans le cadre du monde du tennis. Et je pense que c'est vraiment important de s'attaquer à cela, parce que la corruption, c'est un véritable cancer d'une société. Et quand vous avez le plus haut niveau qui est obligé, qui est corrompu, eh bien, quelque part, les petits acteurs ne peuvent pas faire
faire autrement et sont carrément forcés eux-mêmes d'être corrompus pour pouvoir exister. Et donc c'est vraiment important que des acteurs et que la justice interviennent là-dedans pour permettre justement une société plus juste. Et c'est pour ça que nous sommes intervenus dans le monde du football. Nous nous sommes concentrés sur certains agents de joueurs, et via ces agents de joueurs, nous avons découvert toute une série d'autres choses qui se passent et qui devront être jugées. Donc ce dossier, il avance, et d'autres dossiers avancent également dans ce monde-là, comme nous avons aussi, par exemple, beaucoup investi dans tout ce qui était fraude sociale dans le milieu des transporteurs de camions, ou on bien a parfois dans le les de la sentiment, construction. Frédéric Van Leu, on a parfois le sentiment dans l'opinion publique que la justice, elle ne s'attaque pas réellement à la criminalité en col blanc, hein, ce qu'on appelle cette criminalité financière. Voilà. Donc vous êtes en train de nous dire c'est faux, il y a des moyens, vous avez les moyens suffisants pour ça? Oui, tout à fait. Enfin, les moyens suffisants, on n'a jamais les moyens suffisants, parce que je pense que les criminels auront toujours plus de moyens que la justice, mais c'est aussi une question aussi de volonté. Je parlais d'optimisme au début de l'émission, c'est pas de la naïveté, c'est le fait de croire qu'on va y arriver. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut s'attaquer à ces choses-là. La criminalité organisée chez nous est beaucoup plus systémique que le terrorisme. Chez nous, je dis. Hein, le terrorisme a beaucoup ébranlé notre société, a fait pas mal de victimes, mais il faut savoir que la criminalité organisée fait quotidiennement encore plus de victimes. Et ce qu'il y a de vicieux dans la criminalité organisée, c'est qu'à un certain moment, cet argent qui est gagné par la criminalité organisée est réintroduit dans l'économie réelle. Ouais, on dit parfois que ça peut représenter jusqu'à un tiers de l'économie belge, vous croyez à ce chiffre? Bon, l'économie belge, ça, je ne sais pas, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est clair que, et c'est ce qu'a montré le journaliste italien Salviano dans son livre Gomorra, si vous vous attaquez vraiment à la mafia, vous mettez toute l'économie de la Campanie par terre. Et donc, ça, c'est vraiment le dilemme que nous avons. Et donc, pour ça, il faut intervenir à temps pour éviter que ce soit vraiment systémique. Et donc, c'est vraiment important d'être attentif à cela. Frédéric Van Leu, merci beaucoup d'avoir été l'invité de BX1.